La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Il a l'air d'un gars qui arrive du dépanneur, hein? Il n'y a pas de volume. Là, ton son n'est pas parti. Pourtant, les vidéos Zoom et tout avec ces gars, ça doit pas être ça qui manque. Salut Pascal! Hey boys! Salut Hey, je Pascal. m'excuse. Gars, je prends le blâme à 100%, mon erreur. Non, j'aurais dû penser, ça arrive tout le temps. Mais oui, j'arrive, j'étais allé à la commission. Moi, je prenais mon temps, j'étais allé à la commission des liqueurs, je cherchais, puis là, il n'y a pas bien de produits du Québec ici. Hein. Fait que là, j'étais arrivé avec un gin d'Ungava. Oh, ah, le petit Jean, il est bon, Ngava. Ouais. Ben là, yes. On va avoir une belle soirée. Là. La soirée vidéo, elle va être sharp demain matin pour les boys. Je pense que je vais aimer ça, boire au travail. Mais avoue que c'est parce que les boss sont à Calgary à soir. Là. Mais on n'est pas dans la même aréna, fait qu'on est pas mal les boss ici à l'aréna de pratique. OK, vous avez deux. Vous autres, vous jouez les matchs au MTS. Ouais. Puis vous avez votre aréna de pratique. Ouais. OK, je savais pas que vous aviez une aréna de pratique aussi. Je pensais que tout se faisait au MTS. En fait, on avait on a une aréna de pratique, puis M. Chipman, le propriétaire, il a investi 10 millions dans ce building-là, puis il a fait une section qui est juste pour nous autres, les Jets et les Moose. Ah ouais, hein? On a 4 glaces. Écoute, c'est que. C'est un beau setup. Ouais. Fait que le setup hockey est le fun. Ça a l'air que c'est le reste qui est plus dur. C'est les rumeurs, regarde. Moi, je me fie aux rumeurs, là. C'est quoi les rumeurs? Ben, ça a l'air que Winnipeg, je sais pas. Fait fret, puis... Il fait frais. Il fait juste Fred. Hey, Pascal, dans la Ligue américaine, tout ça, c'est un peu plus compliqué que la Ligue nationale là, en pandémie. Là. Je vais te sortir un peu du trouble. Je vais t'amener une question pour que tu aies à répondre à Guillaume. Là. Comment ça se passe pour un coach dans la Ligue américaine en ce moment, là, qui n'est pas une situation simple cette année? Là? Ben, comment ça se passe? Nous autres, on peut juste contrôler ce qu'on contrôle, Max. Dans le fond, là, la cédule est sortie aujourd'hui. On sait qu'on va jouer 36 matchs. Il y a des joueurs qui sont en camp d'entraînement. Ça fait 28 jours qu'ils sont en camp d'entraînement. Ils ont fait les Jets et les Moose. On essaie on les pousse, mais on essaie aussi de mettre ça un peu le fun pour que, quand ils partent de l'aréna, il faut qu'on pense qu'on ait grandi là-dedans, là, qu'on soit devenu meilleur comme équipe, mais il faut qu'il y ait aussi qu'il y ait le goût de revenir le lendemain. 28 jours de camp d'entraînement, c'est longtemps. Puis cette année, ben, la façon dont on voit ça, c'est qu'on va jouer 36 matchs hors concours. Il n'y a pas vraiment de play-off, en tout cas, je ne suis pas au courant. S'il y en a, là, on ne m'a pas mis au courant. On va jouer contre Laval, on va jouer contre Belleville, on va jouer contre Toronto. On n'a pas 6 vétérans dans le line-up. On va avoir des jeunes qui sortent du junior. On va avoir des gars qui n'ont jamais joué professionnel avant. On a tout le temps, mais cette année, on va en avoir beaucoup plus. Parce qu'il y a des gars qui sont sur le taxi squad. Ça va être une année différente, mais l'évaluation va être un peu différente aussi. On va donner la chance à différents joueurs. Puis on va voir ce que ça va donner. Mais je te dirais, on veut jouer des matchs. Puis il arrivera ce qui arrivera. Là. On va y pousser, on va y coacher. Il arrivera ce qui arrivera, mais on veut jouer des matchs. Penses-tu qu'il va y avoir des jeunes que, si on enlève cette situation-là, n'auraient peut-être pas eu la chance qu'ils vont avoir cette année? Il y a peut-être des gars, parce qu'ils vont performer cette année, on va dire, Chris, ce gars-là est vraiment pas pire, puis il va avoir une opportunité qu'il n'aurait peut-être pas eu. Ouais, c'est vrai. Ben, absolument. On a un joueur ici là, qui, en temps normal, il serait dans la East Coast. Puis là, il est avec nous autres depuis 2 semaines. Puis à chaque jour, il s'améliore. À chaque jour, c'est un gros bonhomme qui patine, mais il n'a jamais eu vraiment. Il a 24 ans, il est un peu en retard sur le party. Il a joué au collège américain, puis il a fait ses affaires, puis il serait passé à la East Coast. Il y a des bonnes stats au collège américain, mais pas rien pour te dire qu'il va avoir un impact. Là, avec nous autres, ben, chaque jour, il performe, puis il drive le net, il fait des petites affaires, on le coach comme une éponge, il absorbe. Fait qu'il y a des joueurs comme ça, je suis certain qu'ils vont avoir des chances qui vont leur permettre de peut-être s'établir et de faire une carrière comme joueur. Parce que bien des joueurs qui, tu sais, dans la ligne américaine, il y a beaucoup de roulements. Il y a des joueurs qui essayent, mais ça ne fonctionne pas. Ils n'en font pas nécessairement une carrière. Ils ne gagnent pas nécessairement leur vie en jouant dans la ligne américaine, mais des joueurs comme lui, on a le jeune, notre premier choix, il y a 18 ans. Fait que là, lui, il est avec nous autres. Il a passé un peu de temps avec le Taxi Squad. Fait que là, il est allé
patiner avec Blake Wheeler, puis Mark Scheifele, puis tous ces gars-là. Fait que pour lui, c'est le fun à 18 ans. Il serait venu au camp, puis après ça, il serait retourné junior. Mais là, il reste avec nous autres parce qu'OHL, elle ne joue pas. Donc, pour lui, c'est une belle expérience. Fait qu'il y a des gars comme ça qui vont grandir beaucoup en très peu de temps. Puis il y en a d'autres qui vont avoir des opportunités qu'ils n'auraient pas eu dans le passé. Si la OHL à l'ouvre, est-ce que vous le renvoyez? Comment ça marche? Oui. Si elle rouvre, c'est soit qu'il s'en va, soit qu'il reste avec les Jets ou il joue junior. C'est ça. Le règlement revient à normal, que tu n'as pas le droit d'avoir un 18. OK, je comprends. Est-ce qu'on prend ce temps-là? Tu parles des joueurs qui ont des opportunités et tout. Est-ce qu'on prend ce temps-là? J'entendais Ben Grou à une entrevue, je pense, à 98.5, qui disait qu'il a pris du temps pour regarder des matchs d'Europe, regarder d'autres systèmes de jeu, d'autres façons de travailler, l'évolution de la game un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez fait un peu ça du côté des Jets? On a fait ça, mais juste au niveau de la Ligue nationale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié vraiment en profondeur les équipes canadiennes. Donc, Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver, Calgary, Edmonton. Puis on a vraiment été là en profondeur dans ces équipes-là parce qu'on allait jouer contre eux autres. Fait qu'on a fait des recherches, puis on a poussé notre étude sur eux autres. Évidemment, à chaque année, on étudie, là, durant les temps morts, on étudie les autres équipes. Ce que j'ai fait, parce que je suis allé dans la bulle avec les Jets dans les séries, puis j'ai regardé Colorado, j'ai regardé Saint-Louis, j'ai regardé Vegas, parce que c'était comme un buffet pour nous autres. Là. 3 games par jour. La Ligue nationale, tu as 3 games par jour, puis c'est 3 équipes de la Ligue nationale. C'était comme un tournoi qu'on joue dans le Pee-Wee. Mais c'était 6 équipes de la Ligue nationale qui jouaient. Fait qu'on avait. C'était incroyable. Fait qu'on on a fait des études, mais l'Europe, on étudie nos joueurs surtout, mais je ne peux pas dire que les systèmes, parce que c'est un jeu qui est un peu différent. Le forecheck est différent. La glace est différente sur dans plusieurs pays. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait ça, non. Ouais, Pascal, j'aimerais ça que tu nous parles un peu pour les gens qui nous écoutent. La liberté que tu as de contrôler tes joueurs, de leur montrer ce que tu veux, comparativement à ce que l'organisation des Jets te demande. Comment ça fonctionne quand tu as un plan pour un joueur, puis tu mixes ça avec ta façon à toi de coacher. Bien, on a un plan global. Quand on draft un joueur, Logan Stanley, par exemple, c'était notre premier choix. Quand vous allez le voir, quand il va jouer à Montréal, là, si vous regardez, c'est un défenseur de 6 pieds 7, puis c'est un gros bonhomme, puis les gens s'attendaient à ce qu'il performe tout de suite dans la Ligue nationale. Ça prend du temps à ces gros gars-là de s'habituer, juste de comprendre comment leur corps fonctionne, ça a de glace au niveau de la Ligue nationale. Donc, on a un plan pour chacun des joueurs, puis on établit des objectifs à chaque année. OK, on veut atteindre ça cette année, l'an prochain, on pense qu'il va être là, puis il y a une certaine... il y a des niveaux qu'on veut atteindre, mais comment on se rend là, ça, c'est à nous autres. C'est à moi, c'est à Éric Dubois, c'est à Marty Johnston. Comment on va se rendre là, il nous laisse carte blanche. Mais il faut atteindre ces niveaux-là. Puis notre objectif d'organisation, Max, c'est on veut pousser 2 joueurs par année dans la Ligue nationale. Au moins 2, qui passent par la Ligue américaine. Donc, ça, c'est notre objectif. Puis jusqu'à présent, on a dépassé cet objectif-là. On est aussi une équipe qui draft super bien. On a vraiment des bons drafts. Donc, c'est facile quand. Ben, c'est pas facile, mais c'est plus facile quand tu travailles avec des joueurs qui ont du talent et des vrais prospects pour la Ligue nationale. Mais tu sais, quand tu veux développer puis tu veux emmener des gars dans le show, tu sais, tout coach veut monter. Tu as été 5 ans assistant coach dans la Ligue nationale. Là, tu es coach en chef. Il reste qu'au final, ton but, c'est d'être coach en chef. Fait que si on regarde les statistiques, toi, tu roules tout le monde puis tu veux que les gars montent puis performent. À quelque part, il faut que tu laisses Pascal Vincent de côté un peu pour le bien des Jets de Winnipeg. C'est sûr que c'est... Oui, mais je le savais. Tu sais, Guillaume, je le savais. Ouais. Quand j'ai signé avec le Moose, ça a pris un certain temps avant que je décide de ce que j'allais faire. Et puis, je le savais. Kevin Cheveldayoff m'a dit, écoute, on vous connaît, là, vous autres, les coachs, puis là, tu arrives de la Ligue nationale, c'est gagner à chaque jour, faut que tu gagnes, faut que tu gagnes, faut que tu gagnes. Ce mindset-là, il va falloir qu'il change. Parce que si on développe pour gagner dans la Ligue nationale, mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner dans la Ligue américaine. Donc, nous autres, notre plaisir en ce moment, c'est de voir des gars comme Jensen Harkins qui était un prospect, mais qui n'était pas nécessairement un NHL prospect. Puis là, il s'est établi dans la Ligue nationale. Mason Appleton. Évidemment, les gars comme Kyle Connor, les gars de première, deuxième ligne, ils passent peut-être par la Ligue américaine, mais on le sait qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale. Donc, c'est là qu'on retrouve
c'est un peu notre bonus à nous autres, mais au bout de la ligne, c'est sûr que dans la Ligue américaine, c'est probablement la ligue la plus difficile que j'ai eu à coacher. Junior, Ligue nationale, Ligue américaine, c'est définitivement la plus difficile. Puis en même temps, c'est la plus facile si tu veux gagner. Si tu as des vétérans, si tu signes 6 gros vétérans, tu as ces 6 joueurs-là, avec tes jeunes bons prospects, tu peux gagner dans la Ligue américaine. Tu pourrais faire des séries à chaque année. Puis tu regardes, il y a des équipes comme Chicago, Milwaukee, il y a des équipes qui font les séries à chaque année dans la Ligue américaine. Toronto, ils ont des 6 vétérans et investissent beaucoup d'argent là. Nous autres, on veut prendre ce temps de glace-là, développer nos jeunes, mais des fois, ça coûte des matchs. Puis c'est sûr que si tu as un ego et tu coaches dans la Ligue américaine, ça ne pourra pas marcher. C'est quoi la relation avec de l'autre côté, les vétérans? Tu sais, as les jeunes, les prospects, c'est cool, tu travailles avec eux autres, mais les vieux vétérans, là, que c'est fini, puis s'il y a un appel, ça va vraiment être une surprise là, pour monter dans la Ligue nationale, là, mettons. C'est quoi ta relation avec ces gars-là? Bien, elle est bonne parce qu'on leur trouve. On n'a pas nécessairement des gars qui ont pu. C'est soit des gars qui. On a nos gars de première année, on a nos gars qui sont in between, là, ils sont deuxième, troisième, quatrième année, qu'eux autres, ils ont encore espoir à graduer. Puis on a les call-up, évidemment, ceux qui sont up and down. Puis les vétérans qu'on signe, c'est des gars qui le savent. Les autres sont dans la ligne américaine, puis c'est leur carrière, puis c'est leur job, puis ils prennent ça au sérieux. Puis avant de les signer, on leur dit ça va être ta job. Tu vas aider les jeunes, puis ça se peut qu'il y a des soirs que tu ne joues pas. Puis quand tu ne joues pas, mais tu vas trouver une façon d'aider les jeunes. Si tu n'es pas prêt à ça, tu ne joueras pas pour nous autres. On n'a pas vraiment de temps à passer du temps puis à coacher des gars qui ne veulent pas être ici, puis c'est des vétérans. C'est sûr qu'on pourrait en signer des gars de première, deuxième ligne qui ferait 50 points par année. Ça nous aiderait à faire les séries, mais ça n'aidera pas nos jeunes. Donc, ça va à l'encontre de ce qu'on veut établir comme culture d'équipe. C'est assez... premièrement, je pense que c'est vraiment hot comme organisation qu'on accepte ça. Là. Nous autres, ici, on a vécu... ils font pas les playoffs, puis on essaie de le dire souvent. Là, au final, la Ligue américaine, c'est une ligue de développement. Tu es là pour développer, mais c'est pas tout le monde qui accepte ça parce qu'on veut monter. Mais est-ce que tu te vois, Pascal Vincent, plus rester justement dans ton rôle de gars de développement ou accepterais-tu un autre poste? Tu as été 5 ans assistant coach à Winnipeg. Retournerais-tu assistant dans la Ligue nationale où tu dis, moi, je reste ici, je suis bien, je développe, je veux une job en chef le jour que je monterai? Bien, si tu m'avais posé cette question-là, 5-6 ans, je n'aurais pas nécessairement eu la réponse. Aujourd'hui, je la sais. Je suis un entraîneur-chef. J'aimais ça être adjoint, ça a été le fun. La Ligue nationale, c'est incroyable. Vous l'avez vécu. Tout ton rythme de vie, coacher des joueurs de la Ligue nationale. Quand j'arrive dans le camp d'entraînement, puis je vois les passes à la tête, puis les gars, ils comprennent, puis c'est rapide. Puis, juste pour jouer une game dans la Ligue nationale, il faut que tu sois un joueur extraordinaire. Quand tu t'établis dans la Ligue nationale et tu joues plusieurs années, tu es un joueur, tu es parmi les meilleurs sur la planète. Donc, cet aspect-là du coach, d'être adjoint, même d'être adjoint, j'ai aimé ça. Par contre, ma personnalité, je suis un entraîneur-chef. Puis aujourd'hui, je le comprends pour l'avoir vécu parce qu'avant d'être avec les Jets, je n'avais jamais été adjoint. Pas à long terme, anyway. Puis je ne savais pas trop si ça allait être quelque chose que je voulais faire. Je ne te dis pas que dans 10 ans, dans 15 ans, que je ne voudrais pas le refaire. Peut-être dans un rôle d'entraîneur-chef adjoint, parce que maintenant, c'est rendu plus fréquent. Peut-être ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, je suis bien où je suis, puis je pense qu'il y a une autre étape, ça va être entraîneur-chef. Tu parlais de ton expérience, première fois assistant coach, puis tout ça, comment tu te sentais, mettons, quand il y avait une idée qui se faisait dire par le coach, mais c'était pas la tienne, tu sais, comment tu négocies ces émotions-là? C'est arrivé souvent, puis je suis sûr que ça arrive souvent avec mes adjoints. Ce que je voulais faire, Max, c'était... Moi, je me suis dit, je vais vivre, premièrement, de signer un contrat dans la Ligue nationale, coach, assistant coach, thérapeute. Quand tu signes ton contrat, il y a un logo de la Ligue nationale, c'est spécial. Là. Ton premier contrat, là, c'est wow, tu t'en rappelles. Donc, ma job à moi, c'était, je voulais comprendre c'était quoi la job d'être adjoint, mais quand j'allais pas être d'accord avec le coach de comment il fait les choses, je voulais dire. Il y a une façon de dire les choses. Mais je voulais être l'adjoint que Pascal Vincent aurait engagé si j'avais été le head coach. Donc, je voulais le faire d'une façon respectueuse, mais quand même y dire. Je
je pense que de communiquer avec ton entraîneur-chef et dire les bonnes choses dans le bon timing, ça a une valeur super importante. Puis j'ai essayé de découvrir mon timing là-dedans. Mais c'était dit. Puis lui, il avait le choix. C'est lui l'entraîneur-chef. Il avait le choix d'écouter, de ne pas écouter, de prendre mon idée, de ne pas la prendre. Ça lui revenait à 100%. Mais mon devoir, c'était de lui dire ce que je pensais. Puis à partir de là, ben, on avance. Puis quand il disait on tourne à gauche, puis moi, je pensais qu'on devait tourner à droite, mais s'il décidait qu'on tournait à gauche, mais à ce moment-là, on tournait à gauche, puis j'embarquais avec lui. Justement, tu dis, j'ai jamais été assistant coach avant, je l'ai vécu dans la Ligue nationale. Là, je suis coach en chef, puis j'ai une vision de développement, puis je dois faire jouer des jeunes. Je dois accepter la défaite, entre parenthèses. Qu'est-ce que tu penses que ça va t'emmener, tout ce nouveau bagage-là, si un jour tu te retrouves en arrière d'un banc dans la Ligue nationale en chef, ou ce que là, c'est win à tout prix? Ouais, je sais pas si je suis capable d'accepter la défaite jamais. Je sais pas si on apprend à développer un mécanisme qui vit avec, mais c'est pas confortable. Il n'y a rien, tu sais, on est des. Non. La raison pourquoi je suis dans le hockey puis pourquoi vous avez joué, c'est pour compétitionner puis de gagner des. Il n'y a rien comme le feeling de gagner une game de hockey. Même quand tu ne mérites pas, c'est que c'est le fun. Même si tu joues mal et tu gagnes, tu as quand même un petit plaisir en dedans de dire on l'a gagné pareil, cette game-là. On l'a volé. Femme-là, on l'a volé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu es content pareil. Ouais. Mais ce que j'apprends, c'est d'être patient. Puis j'apprends à communiquer de façon différente avec les joueurs. J'apprends à écouter beaucoup plus leur vision. Ce que j'avais fait un petit peu plus avec les gars de la Ligue nationale, parce que quand tu parles à Nick Antropov ou à Olli Jokinen, des vieux vétérans de la Ligue nationale, ils ont des opinions puis ils ont des choses à dire. Tu ne coaches pas nécessairement de la même façon que tu coaches un jeune Mark Scheifele. Donc, j'apprends à les écouter un peu plus. Mais aussi, tu t'ajustes. Je pense que ce que la Ligue américaine m'amène, c'est de rester au fait des nouvelles générations qui arrivent puis comment les joueurs se préparent pour arriver chez les pros. Donc, tu as un contact plus intime, je te dirais, au niveau du coaching avec les jeunes joueurs. Puis tu restes en contact avec ces mentalités-là. Justement, t'adapter à la nouvelle génération, pour toi, est-ce que ça a été difficile? Parce qu'on le sait, là, ça change à tous les années quand même, là, la mentalité des jeunes joueurs. Est-ce que pour toi, là, ça a été un gros changement ou tu... Ben, pas vraiment. J'ai une fille de 10 ans, fait qu'il va falloir que je reste au courant pendant longtemps. C'est en pleine gorgée. mais non, parce que j'ai jamais été vraiment. Je suis jamais accroché sur des idées. Je pense qu'il n'y a rien qui reste en place. Il y a tout le temps, toujours et tout le temps. En fait, la game est toujours agrandie toujours. Donc, on s'ajuste bien ici. Puis Paul Murray, c'est un étudiant de la game. On est tout le temps en train de s'ajuster. Je ne dirais pas que d'ajustement, mais ou de contraintes, mais surtout des ajustements. Qui a été ton mentor dans tout ça? Tu sais, je pense que Paul Maurice t'en parle tellement bien, on t'entend tout le temps parler de lui. Puis en tout cas, moi, l'opinion que j'ai de Paul Maurice vient de toutes les fois que je t'ai entendu en entrevue. Fait que tu dois en parler bien. C'est qui ton mentor dans toute ta carrière? Ben, j'en ai eu plusieurs. Monsieur Lynch, qui était propriétaire du Cap-Breton, a été extraordinaire pour moi. Il y a une année qu'il aurait dû me congédier, puis j'ai appris énormément. Il aurait dû me congédier. J'aurais pu être congédié, puis je l'aurais accepté. J'étais jeune dans ma carrière, j'apprenais l'anglais, puis là, j'étais GM, puis on n'a pas eu la saison que je pensais qu'on devait avoir. Puis il m'a supporté tout ce temps-là. Donc, lui, c'est un homme d'affaires. Ça a été un gars qui m'a beaucoup appris, mais surtout sur la loyauté, puis sur la patience. Quand tu engages quelqu'un, travaille avec, puis continue, puis pousse-les, puis tu l'engages pour qu'il performe, puis ce qui m'a aidé beaucoup, il a été un leader pour moi au niveau du management et du leadership. Donc, lui, ça a été un mentor important. Ensuite de ça, j'ai un de mes chums qui s'appelle Jacques Twig. Lui, ça a été mon mentor au niveau de la performance mentale. C'est quelqu'un de super positif qui trouve des solutions, vraiment très brillant. Et quelqu'un encore de très important pour moi. Puis Paul, évidemment, Paul, il est 4e dans l'histoire de la Ligue nationale pour le match coaché. Il a commencé, il avait 27 ans, il est entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il avait refusé ce job-là 3 fois avant ça, parce qu'il disait, écoute, je suis pas prête. Puis finalement, sérieux? Ouais.
Puis ça, je ne sais pas si jamais il va le dire, là, mais c'est un gars super brillant, mais il est à l'écoute de ses joueurs, il est à l'écoute de la game. Il ne prend jamais rien pour acquis. Puis de voir ça de lui, écoute, lui, il y a des coachs qui sont établis dans la Ligue nationale. Lui, c'est un d'eux autres, mais il ne prend rien pour acquis. C'est un travaillant. Il utilise son staff comme il faut. Il parle à ses joueurs. Il étudie la game. Il fait ses vidéos comme il faisait à ses débuts. Son éthique de travail est exemplaire. Donc, lui, c'est quelqu'un avec qui je partage que j'ai beaucoup appris. On n'a pas la chance. Attends, Mike, Guillaume. j'ai juste une excuse. Tantôt, tu dis j'aurais dû être congédié ou j'aurais accepté, puis on n'a jamais la chance d'entendre un coach dire c'est quoi le feeling quand tu dis sais-tu quoi, aujourd'hui, il me dirait je suis out, puis j'accepterais. Comment est-ce qu'on se présente à l'aréna? Tu sais, on n'a jamais le coach qui nous dit ça, puis toi, tu ne retourneras pas junior, fait que tu es correct pour nous en parler. Mais Chris, à tous les jours, dire ouais, je pense que ça peut être aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se présente? Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce que Premièrement, Guy, c'est la valise de char vide, juste au cas. C'est le même que tu arrives à l'aréna, tu n'as pas le choix. Ah, mais écoute, c'est le pire feeling. Écoute, c'est 2 fois c'est arrivé que ça fait 25 ans que je coach, j'ai jamais été congédié au toucher du bois à quelque part. Mais il y a des fois, comme je disais, M. Lynch, lui, il avait vu un potentiel dans moi, puis il a dit non. La situation où la sortie facile, ce serait de le laisser partir puis de l'engager un autre. Finalement, on s'est parlé à la fin de l'année, puis il me dit regarde, on ne se parlera pas tout de suite, on va passer 10 jours, je vais penser à mes affaires, pense à tes affaires, puis on se reparle dans 10 jours. Ça a été un 10 jours d'enfer. Je voulais mourir. Écoute, mes affaires étaient pactées. J'avais commencé à pacter mes affaires. J'étais allé à l'aréna, mis mes affaires en ordre. Je me suis dit, peut-être, ça se peut cette année que ça l'arrive. Finalement, au bout de 10 jours, on s'est assis. Il m'a dit, écoute, il dit, c'est passé une couple d'affaires. Voici les choses que je te suggère qu'on pourrait changer. Es-tu capable de t'ajuster? Continue à travailler sur ton anglais. Puis si tu es prêt à t'ajuster, on va continuer avec toi, on va te signer 2 ans. Wow. Ça a été la première fois, mais je te dirais que ça n'a pas été évident. Puis quand Claude Noël a été congédié, je m'en allais le matin, notre psychologue sportif est en ville, c'est un gars de l'Ontario. J'étais allé le chercher à l'hôtel, et puis on s'en allait vers justement notre aréna de pratique. Et puis, en chemin, le téléphone a sonné, c'était l'assistant GM qui m'a appelé. Il m'a dit reviens-t'en à l'aréna, on veut vous parler. Puis on le savait, l'équipe n'allait pas bien. On le savait, tu le sens. Là. Le tapis il glisse, puis tu ne te sens pas confortable, puis tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Finalement, on est revenu à l'aréna, puis il nous passait un par un. Mais un coup que tu avais parlé au GM, tu ne revenais pas dans le groupe, tu t'en allais. Fait qu'on ne savait pas. Il parlait à Claude, mais on ne savait pas qui était congédié ou s'il était congédié. Après ça, ils ont parlé à Perry Pern. Donc, Claude, on a su par la suite qu'il était congédié. Ce matin-là, j'ai appelé à la maison, j'ai dit prends tes valises parce que ça se peut qu'on passe nous autres avec. On ne sait jamais. Finalement, quand Paul a eu la job, il a appelé une couple de joueurs parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Puis l'organisation avait dit ben, on aimerait ça que tu gardes Pascal puis Charlie Huddy. Mais c'est ton choix, c'est toi l'entraîneur-chef. Donc, fait que Paul il a fait une coupe d'appel, il a appelé une coupe de joueurs, puis les gars ont dit non, c'est ça qui reste. Fait que je suis resté finalement. Ouais, mais c'est 2 fois où ça a passé proche, ou peut-être ça n'a pas passé proche, mais dans ma tête à moi, ça a passé proche. Tu sais, quand Paul Maurice t'appelle, mettons, comment ça se passe? C'est-tu à tous les jours? Il te pose des questions sur les joueurs? Parlez-vous régulièrement? C'est quoi le contact que tu as avec lui? Là? On se parle plus souvent l'été. Il y a un été, on a passé du lundi au jeudi de 9h à 4h ensemble. C'est là qu'on a changé une coupe d'affaires. On a changé notre zone neutre, notre forecheck en zone neutre. On a changé un petit peu notre D-zone. On a changé un petit peu notre façon de coacher l'échec avant en zone offensive. On se parle beaucoup l'été, on se parle beaucoup durant les camps d'entraînement. Puis lorsque la saison commence, c'est une fois de temps en temps. Comme là, il joue ce soir à Calgary. On va se reparler d'une couple de jours, puis il va me demander puis qu'est-ce que tu as pensé de la game, qu'est-ce que tu as vu. Parler à Jamie Compon aussi sur le powerplay, qu'est-ce que tu as vu sur le powerplay, y a-t-il des affaires qui changeraient. Je te dirais qu'on se parle 2-3 fois par semaine au minimum.
puis on se parle de ce qui se passe, puis ils s'informent qu'est-ce qui se passe avec nos joueurs. Puis je le dis tout le temps à nos joueurs, je dis, on a un lien direct entre le Moose puis les Jets. Si tu travailles, ils vont le savoir, puis si tu ne travailles pas, ils vont le savoir aussi. C'est ton choix. Donc, parce qu'on se parle. Puis avec le GM, on se parle à tous les jours. Ils veulent savoir ce qui se passe, puis ils veulent juste savoir comment ça a été à la pratique. Des fois, c'est 5 minutes, mais on se parle à tous les jours. Est-ce que tu sens des fois que tu dois protéger ton joueur? Puis, ce que je veux dire, c'est qu'il t'appelle à Winnipeg, tu dois parler d'un joueur, tu vois qu'il travaille fort, mais il ne performe pas. C'est quoi l'approche? Tu vraiment cru ce que c'est ou des fois, tu essaies d'aider, camoufler ton joueur? Non, je ne peux pas camoufler, Max, parce que si je le camoufle, il n'y a plus de toi qui tombe. Mais non, mais on a un trust. Puis c'est des gens qui connaissent la game. Là, puis si c'est un gars qui a juste une mauvaise séquence, puis il continue à travailler, ils savent que ça l'arrive à tout le monde, ça l'arrive à tous les joueurs, puis ça l'arrive à chaque année. Donc, non, ça va être vraiment to the point, ça va être la vérité, puis on ne joue pas à ça. Non, c'est ça. C'est vraiment, moi je trouve en tout cas, je trouve que c'est vraiment le modèle à suivre pour bâtir une franchise, d'avoir un gars qui accepte ça dans la Ligue américaine, puis qui monte les gars. Puis, tu sais, l'affiche, comme tu dis, on veut gagner, mais l'affiche, au final, tu sais, puis, sais-tu quoi, je pense que ta victoire, quand tu sais ce que tu as fait, puis les efforts que tu fais avec des jeunes, est pas mal plus valorisante qu'un gars qui a 6 vétérans, puis qui roule pas son banc à 100%, puis qui n'en a pas 2 par année qui montent dans la Ligue nationale. Tu sais, je pense que la victoire, 2 défaites valent la victoire, je pense, à quelque part, là, tu sais. Mais tu sais quoi, Guillaume, je pense que ça fait 10 ans que je suis ici, là, puis de travailler avec ces gens-là, fait en sorte que tu es prêt à manger les bandes pour eux autres. Ouais. Ils nous ont tellement bien traités. L'année du lockout, on a joué 48 matchs cette année-là. Puis en début de saison, on savait qu'on s'en allait en lockout. Le propriétaire nous a rencontré tous les employés de True North, d'une centaine d'employés, puis ils nous ont donné un bonus. On disait, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on s'en va à lockout. Il dit non. Il dit, l'année d'avant, on a fait un petit peu plus d'argent qu'on pensait. Puis tout l'argent qu'on a fait d'extra, on réinvestit dans les employés, puis on réinvestit dans l'aréna. Wow. Ils nous ont donné un petit bonus. Fait qu'ils font tout le temps des choses comme ça. Écoute, M. Chipman, il vient à l'aréna, je te dirais 2-3 fois par semaine, il vient prendre un café. Il parle du Moose. C'est le propriétaire des Jets. Et du Moose, mais on a une relation vraiment proche. Donc, je ne peux pas dire, tu sais, c'est pas le fun. À chaque game qu'on joue, on veut gagner, sauf que la façon dont on coach n'est pas nécessairement la meilleure façon pour gagner. Puis, il y a des systèmes qu'on utilise que je n'utiliserais pas moi-même si on jouait juste pour gagner. Si l'objectif final était juste de gagner, je n'utiliserais pas nécessairement tous ces systèmes-là, mais on exécute les mêmes systèmes. Les Jets et les Moose, il n'y a aucune transition à faire autre que la vitesse d'exécution. Mais quand ils passent du Moose aux Jets, c'est les mêmes face-offs, c'est les mêmes forechecks, c'est les mêmes D-zones. Les unités spéciales, on va jouer un petit peu avec ça, mais le reste, là, c'est exactement la même chose. Donc, des fois, ça ne nous aide pas à gagner. Donc, il y a des petites affaires de même peut-être qu'on ferait différemment, mais de travailler pour ces gens-là qui ont investi dans nous autres, puis on en donne beaucoup en retour, je suis conscient de ça, mais ce n'est pas un problème. All about the team, tout le temps. Ah, c'est hot. Moi, en tout cas, je suis très impressionné. C'est le même que tu développes, ouais, c'est cool. Je te félicite, puis je félicite l'organisation des Jets parce que c'est inspirant. Je trouve ça le fun pour les Jets. Parce que Guillaume, lui, il connaît ça, la Ligue américaine. Il n'a jamais joué une game. Lui, il est content de voir que c'est le même que ça fonctionne à Winnipeg. Il va là à soir. Là. Mais c'est une ligue méconnue. Hein? Des joueurs, il y a des gars qui arrivent du collège américain. Les Européens n'ont pas beaucoup de respect de la Ligue américaine jusqu'à temps qu'ils jouent une coupe de game parce que tu joues contre des jeunes prospects, mais tu joues aussi contre des hommes qui sont physiquement matures. Puis eux autres, c'est leur job. Puis quand tu vas dans le coin qu'eux autres, ils veulent la puck, tu payes le prix solide. Donc, c'est une ligue qui est encore méconnue. Puis même au Québec, moi, personnellement, je coachais, puis la Ligue américaine, je ne connaissais pas vraiment ça. Donc, mais je dois t'avouer que c'est la ligue la plus difficile que j'ai eu à coacher parce qu'il y a tellement de changements. Écoute, il y a des années, l'an passé, il y a un joueur qui est monté, puis mon GM m'a appelé peut-être 1 heure avant la game, il m'a dit, écoute, là, on a un problème.
Il faut qu'on rappelle 2 joueurs avec les Jets. Il faut qu'ils partent, il faut qu'ils soient dans l'avion dans 1 heure. Fait qu'on a un jeune qu'on a rappelé, je ne connaissais pas son nom, j'avais aucune idée, c'est un attaquant, un défenseur. On avait juste assez de joueurs pour jouer la game. Fait que ça arrive à l'occasion. C'est une ligue difficile, mais c'est une ligue où Claude Noël m'avait dit, si tu veux coacher la Ligue nationale, il faut que tu ailles passer 4-5 ans dans la Ligue américaine, entraîneur-chef, puis après ça, tu vas être prêt. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'ai eu à décider à m'emmener, puis j'ai toujours menti, tu sais, mes problèmes de tête. Puis j'avais été voir mon frère jouer à Abbotsford Heat dans le temps. Puis j'avais été là, puis je me souviens, il était sur la ligne rouge, puis il jouait. C'était Aaron Downey qui était là. Ouais. Il avait joué à Montréal parce qu'il avait fini la Ligue américaine. Puis il se promenait sur la ligne rouge, il attendait tout le monde. Puis c'est comme s'il était dans la Ligue nationale, peu importe, lui, c'était rendu sa ligue, c'était ça. Puis après ça, là, je suis là, puis là, man, c'est du drop le puck. Ça frappe, c'est physique au bout. Là, je m'en vais en Arizona ma dernière année. Je me fais couper des Coyotes. Puis il me dit, on va t'offrir un contrat. On veut que tu ailles en bas 10 games. Puis on va te remonter après. Moi, j'avais des problèmes de tête. Puis je ne l'ai jamais dit à Pat Brisson. J'ai dit, je ne peux pas aller en bas. Moi, je me disais, si je vais en bas, c'est fini dans 5 games. Ça frappe ben trop. C'est ben trop physique. Les gars ont trop faim. Les jeunes veulent monter. Les gars sont C'est là que je suis parti en Suisse. C'est là que je suis parti en Suisse. Mais quand j'avais vu ce game-là, mon frère, j'avais fait, OK, on sous-estime cette ligue-là, mais il y a du talent, puis c'est physique, puis les gars, ils ont faim, puis c'était mon... Il y a tellement un mix de joueurs différents, puis tu as raison, puis surtout les gars de la Ligue nationale. Comme toi, tu es un gars de la Ligue nationale. Si tu joues dans la Ligue américaine, tu es un target. Tu es une cible pour tout le monde, parce que si lui, je peux le battre, ça veut dire que je monte à quelqu'un que peut-être je peux jouer dans la Ligue nationale. Écoute, l'an passé, les 2 dernières années, on avait Ryan White, qui a joué à Montréal. Whitey. Écoute, puis lui, là, il vient d'ici, puis il était fier. Puis il jouait comme s'il était recru dans la Ligue nationale. Il avait faim. Puis écoute, il fallait que je dise arrête de te battre. C'est assez. Là, ah ouais, hein? On a besoin de faire ça. Non, il disait écoute, coach, ça, c'est ma game, c'est ça que je fais. Puis, fait que écoute, mais c'est une ligue qui est un peu. Qui a tellement de différentes variantes. Il y a des vieux qui ont de l'expérience. On a eu Andrei Pavelec, qui est un goaler vétéran de la Ligue nationale. Finalement, on l'a eu avec nous autres. Il y a des joueurs comme ça. Il y a Eriksson qui a joué je ne sais pas combien d'années dans la Ligue nationale, il est dans les mineurs. Puis tu as des jeunes de 19-20 ans qu'eux autres, ils ont faim, puis ils pensent qu'ils devraient passer du junior à la Ligue nationale, puis ils n'ont aucune idée du step, comment gros que c'est. Donc, c'est une ligue intéressante. C'est quoi l'erreur commune que tu vois d'un jeune qui arrive du junior dans la Ligue américaine? Qu'est-ce que tu dirais? Là, tu mettrais ton doigt dessus, puis ça arrive toujours. Là. Le jeune, ça, il ne comprend pas encore en arrivant. Le conditionnement physique. Ils sont en shape, mais ils ne sont pas, on appelle ça NHL shape. Ouais. Ils sont en forme physiquement. Puis je trouve qu'on a trop de... Souvent, on a des... c'est des athlètes, c'est des joueurs de hockey, mais ce n'est pas nécessairement des athlètes parce qu'ils n'ont pas fait d'autres sports. Ils ont juste joué au hockey toute leur vie, puis ils sont spécialisés. Puis souvent, on arrive à certains niveaux, il faut peut-être développer d'autres choses. On a Andrew Copp, par exemple, qui est le numéro 9 des Jets. Lui, il était quarterback au high school aux États-Unis. On savait, depuis le début, on savait que ses lectures de jeu étaient super bonnes, lui. Puis quand il parlait, il voyait des affaires que les autres joueurs ne voyaient pas nécessairement. Ça, il a pris peut-être un peu plus de temps à s'établir. Là, c'est un joueur vraiment établi dans la Ligue nationale, puis c'est un bon joueur. Mais je trouve souvent que les joueurs sont peut-être un petit peu trop spécialisés comme joueurs de hockey, pas assez athlètes. Parce qu'ils peuvent pas, si ça ne marche pas, ils n'ont pas nécessairement les ressources pour s'ajuster. Par exemple, un rôle différent, tu es un marqueur dans le junior, dans le collège américain, il faut que tu t'ajustes à jouer un rôle un peu plus défensif. Tu n'as pas les outils parce que tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est jouer avec le puck, puis shooter le puck, puis développer tes skills offensifs. Puis si tu avais été un athlète, tu avais fait différents sports, tu aurais développé une différente mentalité. Mais je trouve que leurs conditionnements sont, à chaque fois, sont très rarement, j'ai vu un gars qui arrive du junior ou de la Ligue ou des collèges américains ou même de l'Europe, qu'on peut dire qu'il est dans une shape de la Ligue nationale. Mais là tu parles de ça. Tu parles de ça, puis ça l'ouvre un autre porte. On en parle souvent ici à Poche Bleue. C'est les jeunes joueurs de hockey dans le hockey mineur, qu'eux, ils jouent au hockey 12 mois par année. Puis là, tu parles de développer d'autres talents. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des jeunes joueurs qui n'ont pas de break, puis ils ont une carrière presque de joueurs de la Ligue nationale de hockey, ils ont 8 ans. Oui. Écoute, moi, je suis en désaccord. Je pense que pour développer, si tu es un bon joueur, je vais toujours me rappeler d'un scout qui m'a dit, un scout de la Ligue nationale, il m'avait dit, écoute, s'il y a un bon joueur
puis qu'il joue dans le fin fond de l'Alaska, on va le trouver. S'il joue dans le fin fond de la Russie, on va le trouver. Le système de scouting est global maintenant. Si tu es un bon joueur, on va te trouver. Mais ce que je pense, c'est que présentement, il y a des jeunes ou des gens qui mettent l'emphase sur l'objectif final, qui est la Ligue nationale, beaucoup trop jeune. Donc, tu t'investis dans un sport quand tu devrais t'investir dans le sport. Puis éventuellement, si tu es un bon joueur, il y a quelqu'un qui va te voir. Et écoute, David Perron, c'est un exemple extraordinaire. Et il jouait midget quoi? Midget B? Midget... je pense que c'est même plus bas que ça. Puis oui, je pense qu'il joue Pee Wee B il est en montant. Là, éventuellement, ces joueurs-là vont se faire voir. Mais je trouve que beaucoup d'athlètes qui arrivent, puis on a des objectifs, on a une vision pour ces joueurs-là, puis ils plafonnent rapidement parce qu'ils arrivent au bout de leur capacité très rapidement parce qu'ils n'ont pas développé une capacité mentale et physique de faire autre chose que juste le rôle qu'ils ont développé pendant toutes ces années-là. Puis je te dirais, Max, que on parle souvent de talent et de skills. Je te dirais que la passion, c'est un talent. C'est un des skills qu'on ne parle pas assez. Avoir la passion. Puis quand tu fais quelque chose trop souvent, pendant trop longtemps, tu perds cette passion-là. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au hockey l'été. Puis je n'ai pas joué dans la Ligue nationale, mais j'ai aimé mon enfance parce que je jouais au hockey l'hiver puis je jouais à la crosse l'été. J'avais un de mes cousins qui était vraiment bon à la crosse, puis il m'avait montré ça, puis à 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à jouer à ça. Lorsque je suis arrivé, j'ai passé du Pee-Wee au Bantam. Les mises en échec, ça me faisait pas, ça me dérangeait pas trop. Ça faisait plusieurs années que je jouais dans un sport de contact. Comment protéger la rondelle, pivoter, travailler avec mon corps alentour de la rondelle pour pouvoir protéger la rondelle. Mon jeu de pied était un peu différent, j'étais un bon patineur, mais tout ça était relié à la crosse. Mais tu pourrais jouer à différents sports puis développer. Le soccer est excellent pour développer ton jeu de pied, mais juste d'être dans un environnement différent, d'être avec des gens différents. Jouer au hockey 12 mois par année, tu ne deviendras pas un meilleur joueur de hockey à cause de ça. Surtout de 7 à 12 ans, puis les études le prouvent. Puis moi, je me bats là-dessus. Je suis un de ceux qui... Je crois pas à ça, puis je crois qu'on fait une erreur. Puis on se retrouve après ça avec des jeunes de 15-16 ans qui disent « J'ai même plus de fun à jouer au hockey parce que ils ont 5 jours par semaine de sport-études. Ils pratiquent le soir avec du monde. Puis samedi, dimanche, ils ont des games. Puis ils se retrouvent 365 jours. Ils sont sur la glace 310 jours. Je m'excuse, on aime ça à la game. Là. Mais à un moment donné, c'est le rêve de qui, Guillaume? C'est le rêve de qui? Quand ça arrive. C'est ça, exact. C'est bon. Juste à dire, le dernier 5 minutes va être coupé. Puis c'est sûr, je l'utilise. OK. Parce que, non, mais honnêtement, Pascal, c'est ce que je pense. Puis je suis content qu'un coach qui a été dans la Ligue nationale et la Ligue américaine ait la même opinion parce que c'est ce qu'on doit faire comprendre au monde au Québec, qu'on se trompe. On se trompe. Puis le 3 d'été, puis ces ligues-là, c'est de la place pour faire de l'argent. Oui, attends. Je suis d'accord avec toi, mais pour s'amuser, si le jeune le veut, tu sais. Oui, mais il fait d'autres sports pareil. Il faut donner l'option que si tu ne vas pas dans toutes les ligues d'extra, que tu n'es pas sorti de la map. Oui, mais en tant que parent, là, je pense que tu as un... Moi, là, j'ai une fille de 10 ans, OK? Puis des fois, elle aime des affaires, puis c'est pas bon pour elle. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon pour elle si elle le fait tout le temps. En tant que parent, là, je peux avoir moi, là, je voulais jouer au hockey dehors l'été. J'avais mon bâton, on avait notre filet, puis on jouait au hockey dans la rue l'été quand même. Mais mes parents disaient non, tu vas jouer à un autre sport. Je pense qu'en tant que parent, entre 7 et 12, 13 ans, tu peux dire à ton jeune, c'est correct que tu aimes ça jouer au hockey, c'est correct. Ennuie-toi. Tu vas jouer au mois de septembre, tu vas jouer au mois d'août. Mais là, tu vas jouer au soccer, tu vas jouer au badminton, tu vas jouer au tennis, tu vas jouer à ce que tu veux, mais tu vas jouer dehors, mais tu ne joueras pas au hockey. Parce que je pense qu'en tant que parent, tu ne devrais pas faire ça. Je sais que tu aimes ça. C'est parce que tu fais des robots à jeune âge. Tu prends un jeune de 5 ans au hockey, puis bon, ben toi, c'est ça ta vie, mon homme. Juste une petite fille, juste ça du hockey. C'est prouvé pareil, là. Tu sais, joue au football, là, attraper un ballon, là. Ouais. Tu peux avoir plus hand-eye coordination, tu sais. Ouais, juste ça, là, c'est complètement, ça vient de changer ta game, ta perspective de l'espace autour de toi. Ouais. Tu sais, c'est complètement, ces sports-là sont tellement utiles. Puis on a une question dans le chat, puis c'est pas par rapport à ça, mais je veux revenir à tes années juniors. Tu sais, tantôt, quand on s'est parlé, je t'ai dit, on a 40 minutes, on veut parler. Je savais que ça allait finir 40 minutes, on allait faire, ouais, on pourrait encore parler 3 heures. Mais
En ce moment, on voit Jake Allen à Montréal, le substitut de Carey Price qui fait le travail. Tu l'as connu très bien avec le Junior de Montréal. Ouais. Parle-nous de tes années avec le Junior de Montréal. Premièrement, ça a été quand même une expérience spéciale. Ça n'a pas duré longtemps, le Junior de Montréal. Puis Jake Allen, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Ben, c'était excitant, le Junior de Montréal, parce qu'il y avait une équipe qui revenait à Montréal. Moi, ça faisait 9 ans que j'étais au Cap-Breton. Puis la franchise, écoute, il y avait Danny Dubé était le premier coach GM du Cap-Breton. Ensuite, Gaétan Larue est devenu GM. Puis moi, je suis arrivé la 3e année, mais la business, à ce moment-là, on commençait juste à développer cette organisation-là. Puis après 9 ans, là, les 5 dernières années au Cap-Breton, on roulait bien. Là. On avait des bonnes équipes année après année. C'est loin, Chris. Oui, c'est loin, c'était loin. Mais ça me forçait, j'avais rien d'autre à faire. Ça me forçait à étudier, puis à apprendre à travailler, puis travailler le vidéo, puis à étudier l'anglais. J'étudiais le dictionnaire le soir, mais peu importe. Donc, de revenir à Montréal, d'être proche de ma famille, c'était quelque chose d'important pour moi. Moi, j'ai un objectif de vie, c'est de gagner ma vie dans le hockey, d'atteindre la Ligue nationale, gagner la Coupe Stanley. Mais j'avais un objectif personnel aussi, c'était de devenir un père de famille. Moi, je voulais des enfants, je voulais un enfant, puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un enfant, puis ça a été au-delà du hockey, mais de partir une nouvelle franchise à Montréal avec l'excitation du Junior de Montréal, ça a été le fun. Ça fait 3 ans que j'ai eu l'occasion de travailler avec Joël Bouchard, puis Dominique Charme, puis on a engagé ces 2 gars-là, puis ça a été une belle expérience. Même chose avec Angelo Esposito, on a eu la chance de le connaître. Louis Leblanc, peu importe la carrière qu'ils ont eue, c'était quand même des bons joueurs juniors. C'est des personnes intéressantes qu'on a travaillé avec. Puis Jake Allen faisait partie du groupe qu'on avait. Puis il était super bon, Jake. C'est un gars super brillant, c'est un athlète. Parlant d'athlète, on faisait des activités d'équipe, on jouait au handball, on jouait au volleyball, on jouait au badminton, au golf. Et je sais que c'est un joueur de golf. Il était bon dans tout, mais il a touché à tout quand il a grandi. Fait qu'il jouait, peu importe le sport qu'on jouait, il était un des meilleurs. Ça, c'était le fun parce qu'un gardien de but, souvent, c'est spécialisé. Il est juste un goaler, puis des fois, ça arrive qu'ils ne sont pas nécessairement des athlètes dans d'autres domaines. Puis Jake était extraordinaire dans tout ce qu'on faisait, c'était un des meilleurs. Mais il était vraiment très bon avec Jean-François Bérubé aussi. Parce qu'on a eu JF Bérubé qui était avec nous autres. C'est une méchante histoire, lui, là. Ouais. On n'avait pas nécessairement de backup. Puis là, finalement, on a signé JF. Il était vraiment bon avec lui. Donc, nous autres, moi, j'ai eu une super belle expérience avec Jake. Fait que tu n'es pas surpris de le voir en ce moment, comment il performe? Ah, zéro. C'est une super bonne personne. C'est un bon gardien de but. Son hockey sense est extraordinaire. C'est un gars qui lit la game. Comme je te disais, c'est un athlète. Il y a des... Puis c'est un team player. Donc, lui, travailler avec Price puis travailler en équipe, pas de problème là. Quelle acquisition. Moi, j'ai une dernière question de mon côté. Puis, après ça, on va te tu veux libérer. pas y Parce qu'à soir, répondre, tu fais juste peser sur off. Il boit un petit Angava, mais il travaille en ce moment. Angava, il est relax, de toute façon, j'aime ça. Quand le Canadien, là, le coach se fait mettre dehors, les coachs québécois, il y a toujours un petit pincement au cœur où on se dit comme j'envoie mon CV automatique ou comment que ça se passe? Bon, t'envoies plus vraiment de CV. Ben, tu sais, contact ou whatever. Ah, t'envoies le 10, c'est ça? T'envoies ton 10 de photo. Non, écoute, pour l'avoir vécu, presque vécu 2 fois, puis de sentir qu'il y a peut-être une chance que tu te fasses congédier. Puis Claude, là, à Montréal ou partout ailleurs, tu sais, c'est un petit monde, hein? Puis c'est une job de comprendre comment l'autre personne elle se sent. Pour moi, c'est au-delà de ce qui va suivre. Si je dois venir à un certain moment donné à graduer dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, ça va venir. Mais il va y avoir des périodes d'ici temps-là. Il va y avoir quelqu'un qui va être bien déçu avant que ça l'arrive parce qu'il y a quelqu'un qui va être congédié. Ça, je refuse d'aller là. Dans ma tête, à moi, ça ne marche pas. Je refuse d'aller là. Donc, je n'y pense pas vraiment. Je coach mon club. J'essaie d'être le meilleur coach que je peux être aujourd'hui. Demain, je vais répéter ça. Puis s'il y a quelque chose qui va arriver, ça va arriver. Mais c'est un petit monde. Puis je pense que le monde, ils savent qui fait quoi puis comment les gens travaillent. Donc, si ça allait arriver, ça va arriver. Good. En tout cas, j'aime bien ta façon de penser. Je suis pas mal
Je pense de la même façon, honnêtement. Je trouve que sur le développement puis sur la façon de gérer une équipe de la Ligue américaine pour la Ligue nationale, je pense que c'est le chemin qu'on doit prendre si on veut développer des joueurs de hockey. Puis on regarde. Puis ma dernière question vient à ça. Es-tu pas déçu ou surpris? Moi, je suis un de ceux qui croyaient que les Jets allaient avoir une bonne saison. Peut-être défensivement, ils sont moins têtes dans le sens qu'ils n'ont pas de super vedette, mais la qualité de leur attaquant et la qualité de leur gardien fait en sorte qu'ils sont patchés un petit peu. Puis ça, on dirait qu'on l'a sous-estimé. Ben, nous autres, on pensait qu'on allait avoir un bon début. Là, on l'a vu au camp d'entraînement, comment les gars avaient faim. Ils étaient surtout encore fâchés d'avoir perdu contre Calgary. Mais on a identifié une couple d'affaires sur lesquelles on aurait pu faire un peu mieux. Donc, on a parlé de ça beaucoup au camp d'entraînement, mais on voyait que les gars étaient. Tu sais, ils sont présentés et ils étaient frustrés. Là. Ils n'ont pas passé 2 mois, 3 mois qu'ils ont passé à la maison, ils n'étaient pas contents. Et puis, la venue de Stastny, ça nous a aidés parce que c'est un bon vétéran dans la chambre. Forbert, c'est un bon joueur d'équipe. Pas nécessairement des gars flashés, mais il apporte quelque chose. Donc, on pensait qu'on allait avoir un bon début de saison. Évidemment, notre défensive, c'est notre défensive. C'est sûr, écoute, on a perdu 1000 livres à la défense. 4-5 Bufflin. Ben, on a perdu Buff, on a perdu Ben Sherratt, on a perdu Myers, puis on a perdu Trouba. C'est 4 livres. C'est vrai. C'est 1000 livres. Puis on ne les a pas remplacés. Puis Buff, ben lui, il a pris une décision que tout le monde respecte, mais ça nous a mis un peu dans le pétrin. Parce qu'il était au camp, puis il a décidé, il a essayé ça. Puis Buff, c'est un gars d'émotion, c'est un gars qui, lui, il a du fun dans la vie. Tu sais? Puis Buff, il a décidé, bon, non, ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. Fait que on respecte ça. Sauf qu'on aurait peut-être pu garder d'autres joueurs. On aurait peut-être pu faire des décisions. Là, on s'est fait prendre un peu à la dernière minute. Donc, ça, tu ne remplaces pas ça, mais livre juste de même. Là, mais là, on a Stanley, c'est un gros bonhomme, mais il faut qu'il soit capable de jouer, ces gars-là. Donc, notre défensive, on le sait qu'il n'y a pas nécessairement des gros noms, mais je pense qu'on travaille en groupe de 5. Ça peut nous aider à passer à travers des périodes un peu plus difficiles. Notre groupe d'attaquants, on a vraiment beaucoup de profondeur. Nos 2 gardiens de but, tu sais, à Montréal, il y a Price et Allen. Ici, on a Brossois, je pense. Charlie Buck puis Brossois. C'est un bon tandem. On a Josh Morrissey qui est Neil Pionk. Neil Pionk est surprenant. Je ne le connaissais pas beaucoup. Mais tu sais, on a des gars de rôle aussi. DeMello, il connaît son rôle puis il sait ce qu'il a à faire. Nathan Beaulieu, là, peut-être qu'à Montréal, ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas, mais avec nous autres, ça fonctionne. Il connaît son rôle. Écoute, si on devait le sortir du line-up, je pense qu'il y aurait une crise dans la chambre. Parce que les joueurs l'adorent. Il se présente à chaque match. Il joue sa game. C'est un bon joueur d'équipe. Donc, on a un groupe qui n'est pas nécessairement très connu, mais ils font quand même un boulot intéressant. Mais notre attaque est vraiment... c'est fou. Tu n'es pas prêt à nous défendre, tu vas payer le prix. Ma dernière... D'habitude, on fait de la petite vite où ce qu'on te demande... Ma dernière question, il n'y a pas de petite vite à soir. La dernière question, c'est... La troisième dernière question en passant. Non, mon Max, on n'a pas le choix. Tu coaches avec Éric Dubois, le père de Pierre-Luc. Ouais. La situation du bois avec ce qui s'est passé à Columbus, chez vous. Éric, son père, comment il était? Il devait être stressé, mais à soir, c'est les débuts de Pierre-Luc à Calgary. Parle-nous un peu de la saga du bois à Winnipeg. C'est ma dernière question. C'est-tu vrai que c'est Éric qui a appelé Torres pour le bencher parce qu'il n'avait pas fait la vaisselle? Écoute, l'organisation a été, je ne sais pas si Éric en a parlé, là, mais il n'a pas vraiment parlé à Éric. Ils l'ont mis, on aurait pu avoir de l'information privilégiée, mais juste pour te donner une indication de comment l'organisation fonctionne. Ils n'ont pas voulu mettre Éric dans une situation inconfortable. Je parlais avec Kevin, puis avec Craig Eisinger, Larry Simmons, je parlais avec Paul Maurice. Tu sais, c'était quoi mes connaissances du jeune? Puis je le connaissais pas. Je le connais, Pierre-Luc, mais je le connais pas vraiment. J'ai jamais eu de conversation plus que 5 minutes. Je connais Éric, par exemple. Donc, je connaissais le genre d'individu. Valeur. Exactement. De où il vient. Ça, je pouvais t'en parler. Je pouvais en parler parce qu'il voulait savoir. Ils connaissent le joueur. Tout le monde connaît les joueurs, là. Mais ils veulent savoir c'est qui la personne. Donc, je pouvais juste parler d'Éric, puis de sa famille, puis de ses valeurs à lui. Puis c'est vraiment solide, là. Donc,
Mais ils ont bien fait ça. Ils n'ont pas voulu mettre Eric dans aucune situation. Puis, il y avait plusieurs équipes qui étaient dans la course. Puis, au bout de la ligne, mais je pense qu'on avait la meilleure situation pour les deux équipes avec Liney. Donc, c'est des échanges que tu fais qu'au bout de la ligne, tu te dis, bon, ben, tu essayes de gagner, mais tu ne gagnes pas nécessairement l'échange. Puis il y en a d'autres, tu dis, ben, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Celui-là, je pense que les deux équipes, au moment où on se passe, se disent, on a eu ce qu'on voulait, on est satisfait, donc c'est un win-win. Donc, c'était le principe derrière l'échange. L'échange, c'était les deux équipes vont gagner. Au bout de la ligne, dans 10 ans, on dira qui a vraiment eu le meilleur, mais pour l'instant, je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Puis Eric, il était jusqu'à la dernière minute, je pense qu'il ne savait pas trop, puis Pierre-Luc non plus. Puis, il habite-tu chez son père, là? Non, ils ne peuvent pas. Non, on peut pas OK, faire à de cause des crossover, bulles. on peut pas. Parce que ça aurait été ça pareil, là, tu sais. Ouais. Sauve un loyer. Eric va déménager avec Pierre-Luc. Exact. Hey, j'avais promis que c'était ma dernière question. Merci, Pascal. Je m'excuse de l'heure. Là, non, mais c'est le fun. Écoute, ce que vous faites, les boys, c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est fantastique. Je pense que quand tu pars d'un principe où tu veux aider les autres, puis vous semblez mettre tout le monde en valeur, sauf vous autres, au bout de la ligne, c'est vous autres qui flashez. Extraordinaire. Félicitations. Merci beaucoup, gentil, Pascal. Bien gentil. Lâche pas, puis on vous suit. Puis je pense vous emmener à Montréal dans pas longtemps, là, affronter le Rocket. Oui, mais pas de spectateurs. Ouais, mais je vais pas regarder. Ah, mais j'ai ma passe broadcaster avec TVA Sport. Peux-tu rentrer dans l'aréna? Si je peux, je vais aller te voir. OK, parfait. Salut Pascal, merci. Salut, bye bye.